Moi, du coup, je suis microbiologiste de formation. J'ai fini l'internat en 2022 en réalisant cette thèse sur l'analyse de cycle de vie de l'ECBU, donc l'examen cytobactériologique des urines. Et depuis, là, maintenant, je suis à l'EHESP sur une mission de transition écologique. Et donc, c'est quelque chose qui m'anime toujours autant. Et donc, avec lequel on sera ravi de travailler avec tout le monde pour diffuser ces enjeux-là. Et du coup, c'est très cool aussi d'avoir ces espaces intersecteurs avec d'autres écosystèmes. Donc moi j'ai réalisé cette thèse du coup pendant mon stage de microbiologie au CH du Mans et l'idée c'était de faire atterrir ces enjeux d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie dans la microbiologie en s'intéressant à l'examen qui était le plus prescrit donc le CBU et en comparant donc en essayant d'identifier quelles étaient les étapes qui représentaient l'impact environnemental le plus important dans le CBU, pour un ECBU, et entre différentes organisations de CBU, notamment des organisations, du coup, des modalités technologiques différentes, donc manuel, semi-automatique et automatisation maximale, laquelle était la plus vertueuse environnementalement parlant. Et donc, c'était un peu l'idée de base. Et donc, ça m'a pris une bonne année. Et donc, c'est ce que je veux vous présenter comme travaux. Initialement, je devais intervenir en deuxième, donc j'avais fait sauter certains travaux, certains diapos, mais vu que l'heure est pas disponible, j'ai remis deux, trois petits diapos de contexte. Et on excuse juste le docteur Lorbonnet qui nous a prévenu parce qu'elle avait une patiente à endormir. Donc évidemment, on lui a dit, bah, très bien, on inverse le programme. Merci Julien. Et donc, c'est plus facile du coup quand on est dans un nouveau boulot de bureau que de changer. Donc, c'est une étude que j'ai faite pendant mon stage au centre hospitalier du Mans, donc dans le service de Céline Ramanantsoa, et en lien avec aussi l'équipe des HCL à Lyon, avec les équipes du professeur Dovalder. Euh, et donc, j'ai fait ça avec le cabinet Primum Non Nocere qui m'a accompagné sur la partie technique et sur la réalisation de l'étude, sur l'accompagnement, le design, la réalisation. Bon, c'est quand même en grande partie grâce à eux que ce travail existe et aussi grâce à la NFH qui a financé ces travaux et qui m'a soutenu justement dans le cadre de mon DU développement durable en santé que j'ai fait celui de la Sorbonne. Je cherchais des partenaires et ANFH Primum se sont proposés. Donc ça a permis de réaliser cette étude. Le CBU, on a décidé de choisir cet acte parce que c'est l'analyse qui est la plus réalisée en France en microbiologie, hein. C'est à peu près 11 millions d'actes chaque année, en tout cas sur les fichiers de la sécurité sociale qui sont accessibles au public, donc c'est certainement plus. Mais donc c'est l'analyse de microbiologie la plus réalisée. Il y a une croissance de la prescription qui est pas forcément énorme, mais il y a quand même une augmentation tendancielle. Et pour accepter cette augmentation, en fait, les laboratoires ont tendance à s'automatiser, sachant qu'en plus, c'est une analyse qui est extrêmement standardisée. Il y a des recommandations de bonnes pratiques. Et du coup, plus on est protocolisé, plus c'est facile de standardiser, de développer des automates qui répondent aux besoins analytiques de manière beaucoup plus cadencée, beaucoup plus intensive. Et donc, l'intérêt de cette robotisation et de cette automatisation, il a été caractérisé au niveau biologique pour répondre à une plus grande cadence, mais par contre, il n'avait pas été caractérisé au niveau environnemental. Et c'est justement cette augmentation du nombre de robots dans les laboratoires que je me suis dit qu'il était intéressant d'explorer au niveau environnemental pour savoir si justement, puisque quand on rajoute des robots, souvent on a tendance à centraliser parce que justement on peut accepter un plus gros volume. Et sachant qu'on a un impact environnemental, notamment un impact carbone du système de santé qui est évalué entre 4,6 et 8% des émissions nationales en fonction des méthodologies, je me suis laissé à penser que la réalisation de ces ECBU pouvait faire partie, pouvait être une petite brique de cet impact environnemental. Et puisque cet impact carbone, cet impact environnemental et surtout l'impact carbone a un impact significatif sur la santé humaine à travers différents mécanismes que vous voyez là, c'est pas l'objet de la présentation, et c'est vraiment pour comprendre ces enjeux de double contrainte et de double matérialité. C'est le climat, les perturbations climatiques ont un impact sur la santé humaine et en même temps, les activités de soins ont un impact sur le changement climatique. Et donc, plus on augmente le changement climatique, plus il y a d'effets sur la santé humaine. Plus il y a d'effets sur la santé humaine, plus on demande du soin, donc plus on active le système de santé, et plus on active le système de santé, plus il émet des pollutions, et donc c'est un cercle vicieux. Et donc, sachant qu'en plus, ces impacts du changement climatique, ils sont réels, ils sont pas uniquement théoriques, ils sont bien caractérisés, notamment au niveau de la région européenne et de la région méditerranéenne, donc nos régions à nous, on a des effets sur la santé mentale, sur les problématiques de nutrition, sur les problématiques de maladies infectieuses. Ça, vous le connaissez très bien. Et donc ça, c'est pour l'impact
climatique, donc le bilan carbone. Et l'intérêt de réaliser une étude d'analyse de cycle de vie plutôt que juste un bilan carbone, c'est d'aller explorer justement les autres limites planétaires, les autres indicateurs de performance environnementale, sachant qu'on en a tout un tas, dont 9 notamment, qui sont représentés par ces frontières ou ces limites planétaires, qui conditionnent les conditions de pérennité de la santé, de la société humaine et notamment de sa santé. On sait qu'il y en a un certain nombre qui sont dépassés, et l'idée, c'était justement de dépasser les analyses un petit peu classiques de bilan de gaz à effet de serre et de bilan carbone qui s'interrogent juste sur la comptabilité carbone, qui est un indicateur qui est extrêmement robuste, qui est bien documentable et qui est facile à manipuler, mais qui peut souffrir d'un certain manque de vision, notamment sur quand on a comment dire, des propositions d'actions qui diminuent le bilan carbone, mais qui peuvent déplacer les pollutions, qui peuvent avoir un impact sur l'eau, qui peuvent en avoir un impact sur l'occupation des sols, sur l'extraction de matières premières. Et c'est tout l'intérêt de la méthodologie d'analyse de cycle de vie qui intègre, qui est une analyse qu'on dit multiparamétrique et donc qui intègre tout un tas d'autres indicateurs. On peut aller de 2 jusqu'à 18, 20, 30. C'est le choix de la méthodologie après qui change. Et en plus, c'est une méthodologie qui prend en compte les impacts sur ces indicateurs de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du process ou de l'objet, ou sa revalorisation. Et donc, c'est une méthodologie qui est assez intéressante, qui est beaucoup plus lourde, qui est moins facile et qui n'est pas possible à faire sur des organisations complexes, mais sur un process ciblé, sur un objet ciblé, c'est possible. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'était dit que ça pouvait être intéressant sur le process de l'ECBU et qui donnerait plus d'informations que juste le bilan carbone. C'est une méthodologie qui a déjà été réalisée en plus dans un contexte de soins, dans un contexte médical, dans d'autres spécialités, la gynéco, l'ophtalmo. De toute façon, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi je fais la liste parce que en fait, c'est la liste du programme de ce de ce séminaire que vous organisez, Karine et Véronique. Et donc, ça avait déjà été fait dans d'autres spé. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de le faire dans la bio et la microbio. Et c'est bien parce que en fait, ça a ouvert la porte et maintenant, il y en a tout un tas qui se disent que c'est possible. Voilà. Comment j'ai fait? Donc l'idée c'est que Laure, je pense qu'elle le présentera aussi un petit peu après, sachant que Laure, elle a une méthodologie qui est quand même plus aboutie. Moi j'ai fait ça, c'était mes premiers travaux dans le cadre d'un DU, je découvrais, bon c'était les balbutiements. C'est une méthodologie de toute manière qui n'est pas encore normée au niveau, il y a des normes sur l'analyse de cycle de vie en général, mais pas spécifiquement sur l'analyse de cycle de vie en santé et encore moins sur l'éco-conception. C'est des travaux qui sont en cours, il y a des discussions et ça on pourra en reparler après. Je pense que ça vous intéresse, notamment le C2DS et les personnes qui assistent au C2DS. Mais il y a beaucoup d'envie et de demandes d'avoir une méthodologie normée. Mais donc, c'est le but de faire des petites études à droite à gauche qui ont des méthodologies différentes. On voit les avantages de chacune et puis un jour, on arrivera à avoir une méthodologie normée. Toujours est-il que moi je suis parti, et c'est notamment grâce au conseil de Primum, notamment de Fanny Auger, qui est chef de projet éco-conception chez Primum Nonocéré, et qui connaît la méthodologie la norme générique, et du coup, qui disait, pour faire une analyse de cycle de vie, il faut une unité fonctionnelle, un périmètre, et l'unité fonctionnelle, en fait, si vous voulez, c'est le process qu'on étudie. Et là, sur le CBU, c'est pas forcément très visible de savoir pourquoi on parle d'unité fonctionnelle plutôt que de juste de dire qu'on analyse le CBU. Le bon exemple, c'est celui de la réunion de collaborateurs et de collaboratrices. Si votre unité fonctionnelle, c'est discuter et prendre une décision collectivement entre personnes qui n'habitent pas au même endroit, là, vous pouvez, dans votre périmètre, si ça c'est votre unité fonctionnelle, dans votre périmètre, vous pouvez prendre l'avion, le train, le bus, mais aussi la visio. Si votre unité fonctionnelle, c'est se réunir en présentiel pour discuter de voix à voix, échanger œil à œil de nos process et prendre une décision en signant tous sur un papier le même jour, et bien là, du coup, vous pouvez pas faire la visio. Et du coup, c'est tout l'intérêt de cette unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, en fait, c'est le cadre qui, qui conditionne ensuite le périmètre dans lequel on va déployer notre étude. Donc nous, l'unité fonctionnelle qu'on a décidé d'aborder, de prendre, c'était le CBU positif à Échir et Chacoli, et uniquement la phase analytique. Donc on s'est contenté de la phase analytique pour avoir des résultats qui étaient transposables entre le privé et le public, puisque souvent dans le privé, il y a beaucoup plus de transport, le périmètre géographique des laboratoires est beaucoup plus grand, et du coup, ça n'aurait pas été transposable, et c'était un choix. C'est évidemment critiquable, hein. Il y a d'autres études qui intègrent justement cette phase analytique, qui a d'ailleurs un poids assez important dans l'impact carbone des analyses de biologie médicale, mais du coup, c'est moins facile d'identifier les leviers universels sur les phases analytiques. Bon, c'était un choix qui a été fait. On a pris le CBU positif pour pouvoir avoir l'antibiogramme, parce que s'il était négatif, on n'a pas d'identification, on n'a pas d'antibiogramme, et Aescherichia coli, parce que c'est le germe qui est le plus souvent retrouvé
dans les ECBU. Donc, encore une fois, l'idée, c'était vraiment d'avoir des travaux qui étaient le plus transposables possible. Et donc, c'est toujours ce choix, de toute façon, dans les analyses de cycle de vie, c'est plus on va dans la précision, moins on est transposable, et plus on est transposable, bah, moins on est micro et moins on est fin. Donc, c'est des choix de granularité. Et donc ensuite, l'idée, c'était de comparer différentes modalités modalités technologiques, de complexité technologique, puisqu'on sait qu'il y a des laboratoires qui sont plus ou moins automatisés sur le territoire français. Et donc, on a comparé des modalités manuelles où tout était fait avec intervention humaine, des modalités semi-automatisées où on avait quand même des automates qui faisaient des étapes d'automatisation, notamment l'ensemencement. Donc, quand on reçoit des urines, on prend une petite heuse et on ensemence une gélose. Et après, une étape une modalité d'automatisation maximale où là, on avait des convoyeurs, des tapis, on avait des étuves intelligentes qui détectaient directement, bah, ça c'est ce qui était à Lyon, qui détectent automatiquement s'il y a une pousse bactérienne, qui incube automatiquement. Et la seule étape réalisée manuellement dans celle-ci, c'était celle de réalisation de l'échantillonnage pour l'antibiogramme. Il y a des automates qui existent, mais on n'avait pas ça dans le périmètre. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de comparer ces trois-là. Donc, ça faisait vraiment deux objectifs différents. Donc, on allait chercher, on a réalisé des flux de référence. Ça, c'est une étape classique de l'analyse de cycle de vie. Pour chaque unité fonctionnelle, bah, pour chaque flux, comment dire, pour chaque modalité, manuel, semi-automatisé et automatisation maximale, on a pris tout le périmètre qui cadrait notre unité fonctionnelle, donc la réalisation d'un ECBU positif à Escherichia coli. Et donc, c'est ce que vous voyez là. En gros, c'est des workflows, des flux de référence. On prend tous les automates, tous les consommables, tous les réactifs. Désolé, c'est tout petit. Il y aura un papier, là, je suis en cours de publication. Donc, si un jour les restrictions américaines sur la publication d'études relatives aux enjeux climatiques ne freinent pas trop les publications, je vous l'enverrai évidemment. Là, moi, je me suis fait refuser justement un premier justement en mode ça ne fait pas partie de notre scope, mais parce qu'il y avait le keyword de climat et voilà. Mais bon, sur les publications européennes et anglaises, a priori, c'est moins un problème, donc on va se diriger là-dessus. Toujours est-il que ça, là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais le détail, si vous êtes microbiologiste, ça peut vous intéresser, on pourra en reparler, mais sinon, c'est pas très important. L'idée, c'est vraiment de retenir que on fait ça moi, j'ai fait ça pour les trois scénarios. Donc les trois scénarios d'automatisation. Et l'idée, c'est vraiment de tout référencer, quoi. Même l'étiquette qu'on colle, même le petit automate, etc. Et après, on peut faire des hypothèses pour exclure quelque chose si on pense que son impact il est significatif, si on pense que l'automate il est amorti parce qu'il est trop vieux, etc. Mais l'idée, c'est d'abord de tout référencer. Et une fois qu'on a tout référencé dans tous les scénarios, on met ça sur un énorme tableur. Et pour chacun des automates, chacun des réactifs, chacun des consommables, on marque son poids, sa composition en matière, en PET, en plastique, en polyéthylène de haute densité, en bois, en carton, en quoi que ce soit. S'il y a plusieurs compositions, on les décompose, on pèse chacune, on découpe, machin, on va sur des balances de précision. On met la provenance, on met le nombre d'emballages primaires, secondaires, tertiaires, la fin de vie, si c'est brûlé, si c'est incinéré, si c'est enfoui, si c'est recyclé. Et si c'est des automates, combien ils consomment, combien d'heures ils sont utilisés par jour, combien d'années il leur faut pour être amortis, combien il y a d'analyses qui passent par jour. Et ça nous donne un énorme tableau qu'on envoie ensuite gentiment à Primum et ou à un autre cabinet ou à un collègue qui a une base de données EcoInvent ou voilà. En tout cas, quelqu'un qui peut utiliser un logiciel de traitement de données parce que c'est des bases de données assez énormes. Là, on avait une collègue qui a fait ça, par exemple, qui travaillait dans un laboratoire industriel et qui avait la base de données en interne. Elle l'a fait avec ses collègues. Mais il faut un logiciel de traitement de données. Et moi, j'ai adjoint à ça une enquête de mobilité qui permettait de positionner le rôle du transport dans le flux, justement, puisque dans le scénario d'automatisation maximale, on avait compté un ETP technique par CBU bah, pour réaliser les flux de CBU. Et dans le scénario d'automatisation minimale, le manuel, on était à 2 ETP, 2 équivalents ETP. Et donc, dans le semi-automatisé, c'est pareil, c'était 1,5 ETP. C'est arbitraire, c'était une hypothèse. On a fait ça en concertation avec les équipes. C'était bien aussi pour visibiliser la différence de temps humain nécessaire à la réalisation de chacune des étapes, bah, chacun des scénarios. Ce qu'on a trouvé, évidemment, c'était pas surprenant, mais c'est que la voiture individuelle, c'est le mode de transport majoritaire pour les équipes. Là, c'est biologique et technique, et que ça représente plus de la moitié des kilomètres parcourus. Comme je vous disais, une fois qu'on a toutes ces données, en gros, l'idée, c'est de les faire passer dans un logiciel de traitement d'analyse de cycle de vie. C'est tout l'intérêt des cabinets, justement comme Primum, comme Ecovamed, comme d'autres qui existent. Désolé s'il faut pas donner de nom, mais j'imagine. De toute façon, ça, bon, c'est ok. Mais du coup, en fait, c'est tout l'intérêt de ces cabinets, c'est que les licences coûtent cher. Et pour l'instant, il n'y a pas d'organismes publics qui ont ces licences. Si un jour ça arrive, ça sera peut-être pratique. Mais pour l'instant, en gros, là, par exemple, nous, on a réalisé ça sur le logiciel CIMAPRO qui utilise
utilise la base de données EcoInvent. Et la base de données EcoInvent, je crois, dans mes souvenirs, elle coûte 6 500 € par an. Et donc, si vous réalisez juste votre étude à vous, c'est difficile, alors que justement, les cabinets, vu ils font des tas d'études, ils peuvent amortir le coût de cette licence. Ensuite, on choisit des méthodologies de réalisation d'analyse de cycle de vie. Donc, il y en a différentes. Il y en a deux principales qui sont bien connues. C'est la REDCP et la Product Environmental Footprint. La REDCP, c'est celle qui était plus utilisée dans les études de soins, de médical. Mais en fait, maintenant, l'Union européenne a décidé de partir sur la Product Environmental Footprint. Donc, nous, on était parti sur REDCP, qui est celle qui prend en compte ces indicateurs que je vous montre là à l'écran. En gros, c'est une méthode qui norme les indicateurs et comment on les interprète. Et donc, la méthode RECIPI, elle a ce qu'on appelle des midpoints, c'est des indicateurs environnementaux directs, donc de l'occupation des sols, des particules fines, des kilogrammes de CO2 équivalents. Et après, elle agrège ça dans des aires de protection qui finissent par nous donner ce qu'on appelle des endpoints. Et donc, ces trois indicateurs finaux, la santé humaine, la santé des écosystèmes et la disponibilité en ressources. Les dommages sur les écosystèmes et la disponibilité en ressources ne sont pas super robustes. Mais par contre, les dommages sur la santé humaine, c'est en DALY, donc en année de vie perdue en bonne santé. C'était intéressant de le comparer. Product Environmental Footprint, elle est bien connue parce que à la fin, elle produit un score unique qui est pas forcément hyper robuste, mais qui a l'avantage de dire en fait comment je fais pour choisir si j'ai quelque chose qui est bien sur le changement climatique, mais pas bien sur la disponibilité en eau. Et ben au moins le score unique qui permet de lisser un petit peu ça. C'est encore une fois c'est contestable. Il y a des gens qui sont plus experts que moi là-dessus, mais c'est des méthodes. Il faut bien en choisir une. Et ensuite, pour ajouter un petit niveau de facilité, on a fait trois niveaux de aussi d'allocation de l'impact environnemental sur les automates. Désolé, je prends un peu de temps, mais ça va, je serai dans les temps, pas de souci. Mais la méthode, c'est important dans ces études-là, puisque c'est assez nouveau pour les professionnels médicaux que nous sommes, en tout cas, ou soignants. Et donc, l'idée, c'était de voir aussi, puisque chaque automate, en fait, on divise son impact environnemental par le nombre d'analyses qui passent dessus. Si vous faites 100 000 ECBU sur un même automate, évidemment, pour la réalisation d'un ECBU, bonjour là, pour la réalisation d'un ECBU, bah, vous divisez par 100 000 parce que vous n'allez pas lui allouer un impact énorme à chaque ECBU, quoi. Et donc, là, vu qu'on n'avait pas les mêmes volumes entre Lyon et Le Mans, en gros, on a fait trois scénarios. Un scénario qui prenait la vie normale des automates. Donc, si un automate faisait 100 000 analyses par an, on divisait son impact par 100 000. Un scénario qui prenait en compte que l'impact des ECBU sur les automates et un scénario qui lissait l'activité entre les deux sites à 50 000 ECBU par an, pour voir si, en fait, à activité égale, c'était mieux d'être très automatisé comme à Lyon ou pas trop automatisé comme Le Mans. Les résultats, l'idée, c'est pas forcément comment dire, de s'enfoncer dedans et de passer 10 minutes parce que de toute manière, il y aura papier, c'est déjà, de toute façon, il y aura aussi le diapo, vous pourrez les regarder. Moi, j'ai fait des communications dans des congrès, vous les retrouverez, on pourra en discuter aussi. Moi, je pense que l'intérêt de ces moments-là ici, c'est de discuter de méthodologie et d'ouverture pour vous. Donc, je vous présente les résultats principaux. Les résultats principaux, globalement, c'est ce que vous voyez là, ça donne des jolis graphiques quand même. Ce que vous voyez, c'est quand même qu'il y a cette barre bleue qui apparaît au milieu qui sont les géloses carrées. C'est des grosses géloses assez épaisses. On en utilise deux pour faire chaque antibiogramme. Et c'est celle qui représente l'impact environnemental le plus important dans la méthodologie manuelle. Et ce que vous voyez, c'est que par contre, en haut, le transport, c'est la dernière barre bleu foncé. Et le transport, il est assez significatif, notamment sur l'impact carbone, il est à 15%. Sur la modalité semi-automatique, là, vous voyez que c'est la barre un peu saumon et la barre vert clair qui sont les plus importantes. Et là, pareil, c'est les plaques d'antibiogramme et l'automate qui permet de lire ces plaques d'antibiogramme. Voilà. C'est les modalités. Et là, on commence à voir cette tendance où c'est les dispositifs d'antibiogramme qui présentent l'impact environnemental le plus important. Évidemment, c'est toujours je veux dire, il y a pas, on peut pas faire, autant pour moi, j'ai du mal à formuler, mais on peut pas faire de moyenne des impacts environnementaux. Vous voyez qu'il y a 18 indicateurs. Vous avez l'impact sur la disponibilité en ressources, l'impact sur la disponibilité en eau, sur les radiations ionisantes et sur le réchauffement climatique. On peut pas faire de moyenne de tout ça, quoi. On peut pas prendre l'impact de chacun, faire une moyenne et dire c'est ça. Mais c'est globalement ce qu'on ressent, comment on arbitre, et lesquels sont les plus importants, et ce qui ressort à la fin sur les endpoints que je vais vous présenter à la fin. Et donc, en tout cas, et c'est pour ça que, et là, ça vient toucher quelque chose d'intéressant dont on pourra discuter aussi dans la discussion, c'est quel est l'intérêt d'une analyse de cycle de vie avec plein d'indicateurs? Qu'est-ce qu'on fait de ces indicateurs? Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux se contenter de un, deux ou trois indicateurs robustes plutôt que d'en avoir beaucoup comme moi j'ai voulu faire, sachant qu'on ne peut pas en faire grand-chose quand on a des disparités. Et enfin, dans la modalité d'automatisation maximale, là, on retrouve la même tendance. C'est les cartes d'antibiogramme, l'automate qui lit ces cartes d'antibiogramme, qui représente l'impact environnemental le plus important. Et cette fois-ci, accompagné quand même de la petite bouteille d'eau en polypropylène, qui était une recharge de 500 millilitres d'eau. Il y en a presque une demi-douzaine qui est utilisée par jour, justement pour l'automate de cytologie. Et donc, c'est un impact qui est significatif.
Quand c'est agrégé, du coup, on agrège tous ces indicateurs, toutes ces étapes, on compare les trois modalités de réalisation. Ce que ça nous a montré, nous, c'est que la modalité d'impact de réalisation d'automatisation maximale, elle est meilleure sur 12 des 18 indicateurs environnementaux directs et la manuelle sur 6 des 18. Donc, ça nous permet de dire que globalement, notamment sur le changement climatique, sur l'indicateur du changement climatique, l'automatisation maximale est la plus performante et ça se retrouve sur les endpoints, notamment sur celui de la santé humaine, sur les DALI où l'automatisation maximale est moins impactante. Quand on lisse l'activité entre les deux laboratoires à 50 000 ECBU par an, on a une petite inversion en faveur justement de la réalisation manuelle, qui est meilleure pour 10 des 18 indicateurs, mais pas pour le changement climatique. Ce que vous voyez sur le schéma, le changement climatique est toujours moins impacté par la modalité d'automatisation maximale. Par contre, sur l'indicateur de santé humaine, là, on est un petit peu mieux. Et là, ça vient nous montrer justement qu'il y a une nécessité d'intégrer aussi l'organisation territoriale et le volume pour dire si telle ou telle modalité est plus intéressante. J'essaye de faire vite, je suis désolé, j'ai parlé un peu plus que prévu, mais de toute façon, je vous fais les. J'en ai pour 2 minutes, normalement, ça devrait le faire. Mais du coup, ce qui ressort dans les discussions, c'est que on a, et ça, c'est ce qui ressortira du papier, on a des consommables qui représentent plus de trois quarts de l'impact environnemental dans chacun des scénarios. Donc, c'est ceux que je vous ai mis là. Dans le manuel, c'est les géloses, qui sont en fait très lourdes et qui sont évacuées en dasserie, donc qui sont incinérées. Dans le semi-automatique, c'est la réalisation de l'antibiogramme à plus de 75%. Et dans l'automatisation maximale, c'est ce que je vous disais, c'est pareil, les géloses, les automates d'antibiogramme et la bouteille d'eau de rinçage. Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a décomposé par sous-processus dans cette phase analytique. Et ça nous permet vraiment de visibiliser que bah, le rôle du transport diminue à mesure qu'on complexifie technologiquement, parce qu'il y a moins de transport, il y a moins de techniciens et techniciennes qui viennent. Et par contre, l'antibiogramme reste toujours la phase la plus importante dans l'impact carbone, ici, des sous-processus. Voilà. Globalement, ça nous donne le résultat qu'un ECBU, c'est entre 1,1 kg de CO2 équivalent et 2,64 kg de CO2 équivalent en fonction des modalités technologiques. On a essayé d'extrapoler ça aux émissions annuelles, aux émissions d'une voiture moyenne, etc. Et c'est ce que je vous présente là, aussi en extrapolant à l'activité annuelle française. Et donc, l'activité annuelle française de CBU, c'est à peu près 11 millions. On a une positivité à Échiré-Chacolite d'environ 2,5 millions sur un calcul qu'on a fait. Et si on compare, du coup, les émissions d'une petite voiture qui émet 90 grammes de CO2 par kilomètre, en fait, l'activité annuelle du Mans, elle correspond à 90 000 km de voiture, donc 2,3 fois le tour de la planète Terre. L'activité de Lyon, 223 000 km, donc à peu près 5,6 fois le tour de la planète Terre. Et l'activité annuelle française, c'est entre 705 et 1673 fois le tour de la planète Terre. Voilà. C'est ce qu'on avait trouvé. Les limites, je vous en ai déjà parlé, c'était le fait qu'on n'avait pas d'automate de réalisation automatique des antibiogrammes. Et on n'avait aussi pas de participation des industriels sur la qualité des données, notamment sur la stérilisation, sur le transport, sur les intermédiaires. Gabin, qui est déjà venu, a pu nous montrer il pouvait y avoir jusqu'à un facteur 32 de précision des données. Nous, on a pris les hypothèses qu'on pouvait, mais c'est les limites. Et là, aujourd'hui, il y a eu la publication d'une très belle tribune là, avec le CRS et des sociétés savantes, justement, qui demandent d'avoir plus de transparence sur ces données pour qu'on puisse réaliser des études plus qualitatives. Donc, je crois que c'est publié dans le Figaro. Les résultats de cette étude, c'est que l'impact environnemental de l'ECBU, il est globalement mieux dans les modalités d'automatisation maximale dans le cadre de cette étude, mais qui dépend du coup de l'organisation territoriale et du périmètre géographique, puisque ce qu'on a vu, c'est le nombre de CBU en fait qui conditionne l'intérêt de la complexité technologique. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait peut-être un intérêt justement à établir un seuil, et c'est ce qu'on verra si on y va ou pas avec Fanny ou avec d'autres partenaires, mais c'est de voir s'il n'y a pas un seuil à partir d'un moment où c'est intéressant de s'automatiser un peu plus et notamment qui se situerait entre 50 000 et 220 000 CBU. Et voilà. Et que l'antibiogramme, c'est l'étape la plus importante. Donc la pertinence des soins, ça vient remettre sur le devant de la scène, comme toutes les études d'éco-conception, que la pertinence des soins et le remaniement des pratiques, c'est extrêmement important. Nous, c'est ce qu'on a fait au Mans en faisant des évaluations des pratiques professionnelles. Sensibiliser ces équipes, c'est important. Et ça, on l'a fait en fait en faisant ces études. Les gens se rendaient compte qu'en fait, bah, ils avaient un rôle à jouer là-dedans. Et donc, toujours pareil, les politiques d'achat durable et le travail à mener avec l'industrie, pas besoin de s'attarder dessus, on en a déjà parlé. En tout cas, il y avait une conclusion aussi qui était importante, et c'est ma slide de fin, c'est de dire que là, en fait, ma conclusion, globalement, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde et qu'on transpose, en fait, c'est que la meilleure modalité de réalisation de l'ECBU, c'est celle qui embauche le moins. Et en fait, finalement, on a une compétition entre l'indicateur environnemental et l'indicateur social. Et donc, ça pose aussi la question de l'arbitrage qu'on fait déjà entre les indicateurs et entre
les types d'indicateurs sociaux, écologiques et économiques. Et donc, c'est important, à mon sens, de visibiliser aussi le cadre de durabilité dans lequel on veut s'inscrire. Est-ce qu'on veut être dans une durabilité faible où les indicateurs environnementaux, socio-économiques sont substituables? Si je fais plus d'écologique, si je fais plus d'économique, c'est pas grave si j'ai moins de social. Ou est-ce qu'on se positionne dans un cadre de durabilité forte où l'environnemental conditionne le social et le social conditionne l'économique? Et au vu des données de la littérature, c'est toujours plus pertinent et toujours plus durable d'aller dans un cadre de durabilité forte et donc de mettre plus de poids aux indicateurs sociaux. Et donc, c'est intéressant parce que cette étude, elle vient bien montrer aussi les limites de se focaliser sur certains indicateurs environnementaux sans intégrer d'indicateurs de performance sociale, notamment sur les conclusions.